Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Gazoduc Africain Atlantique, c'est le sujet de l'invité de la rédaction ce soir. Dans une Afrique où la question de l'énergie constitue un véritable défi, le gazoduc Africain Atlantique vient comme une réponse aux enjeux politiques, économiques et sociaux du continent. Au-delà d'un corridor, ce méga-projet est avant tout une vision politique, industrielle et géostratégique, projet qui permettra l'émergence de nouveaux hubs industriels continentaux. Le projet a été validé par les 13 pays qu'il traversera ainsi que par les sociétés gazières locales. Il devrait être officiellement approuvé par la CEDEAO cet automne. Gazoduc Africain Atlantique, quels enjeux, quel état d'avancement? On en parle ce soir avec Abdullah Rali. Vous êtes spécialiste en géopolitique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, pour commencer, avant toute chose, quels sont les enjeux économiques, sociaux, mais aussi politiques de ce méga projet qui est ce gazoduc africain Atlantique? Comme vous le disiez effectivement dans votre introduction, c'est un méga projet, donc méga conséquences à tous les niveaux, notamment pour la quinzaine de pays qu'il va traverser d'une manière ou d'une autre. Conséquences politiques, d'abord, avec une intégration régionale rêvée. C'est un projet fédérateur. C'est le premier projet, grosso modo, qui fédère les 15. Et dans les 15, j'intègre aussi le Sahel, et on en parlera peut-être un peu plus tard. Pas sur des logiques d'annonce, mais sur des logiques concrètes. Économiquement, les conséquences par pays et dans la région sont pléthores. On pourra les énumérer si vous le souhaitez. Et socialement, c'est 500 millions d'habitants qui vont certainement voir leur sort s'améliorer grâce aux conséquences économiques et sociales de ce projet. Alors, quel est l'état d'avancement actuel de ce projet? Je le disais tout à l'heure, il y a eu des réunions du comité technique et de pilotage qui se sont tenues récemment à Rabat. Il y a eu des rencontres entre les sociétés gazières locales, justement, et celles aussi nationales. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état d'avancement du projet actuellement? Le projet avance sur les rails qui étaient prévus initialement, c'est-à-dire avec les jalons politiques et de date qui étaient prévus initialement. Les pays ont tous validé leur adhésion à ce projet structurant. Les 13 pays. Exactement. Ça aurait été dommage de ne pas y adhérer parce qu'il n'y a absolument aucun coût pour ces pays, bien au contraire. Je pense que la prochaine étape, et qui me semble être une étape politique clé, pour fermer la dimension des autorisations et des validations, c'est l'accord de la CEDEAO à l'automne prochain. Personnellement, je pense que ça va être une formalité, encore qu'il faut toujours rester aux aguets par rapport aux évolutions politiques. Comment ce projet de gazoduc Maroc-Nigeria s'inscrit dans une vision politique plus large pour l'intégration régionale en Afrique? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un projet d'intégration physique, véritable, sur le terrain. C'est-à-dire relier 12 pays de la côte, plus éventuellement les 3 pays de l'intérieur en fait, du Sahel, qui vont pouvoir profiter d'un accès à du gaz a priori pas cher, et à pouvoir surtout, et ça c'est pour moi l'une des plus grosses valeurs ajoutées, intégrer eux-mêmes leur propre production pour un certain nombre de pays comme le Sénégal et la Mauritanie qui ont découvert des gisements importants. Sénégal aujourd'hui qui devient le 4e producteur de gaz en Afrique a besoin de pouvoir l'exporter. Et ces pays n'ont pas la capacité aujourd'hui ni de l'exporter, ni d'investir sur des terminaux gaziers lourds et des méthaniers qui sont très rares dans la région, pour pouvoir l'exporter. Donc ça vient véritablement comme une aubaine pour pouvoir le faire. Un projet qui ouvre des opportunités aux pays concernés et qui générera certainement des retombées économiques également. Les retombées économiques dépassent véritablement que l'accès au gaz. Parce que le gaz, au final, c'est quoi? C'est une énergie. Et l'énergie est nécessaire pour pouvoir booster une économie. Et aujourd'hui, il commence à y avoir déjà des projets qui passe au-delà. Et je vous donne l'exemple de ce qui est en train de se passer en Guinée, grâce aux Émirats arabes unis qui d'ailleurs rejoignent d'une manière ou d'une autre le financement de ce projet. La Guinée est l'un des plus gros producteurs de bauxite au monde. Bauxite, c'est grosso modo la matière première pour l'aluminium. Imaginez une production, et c'est ce qui est en train de se faire, et c'est ce qui va se faire éventuellement, local d'aluminium. C'est non seulement une aubaine pour un pays africain qui était habitué à exporter tout simplement sa matière première, donc à pouvoir transformer
sa production et qui est une parfaite possibilité aussi pour des pays de la région, notamment le Maroc, qui va pouvoir avoir accès à de l'aluminium de très bon marché, très bonne qualité, pas cher, pour son industrie automobile, de l'aviation et les autres industries potentielles. L'émergence donc de nouveaux hubs industriels qui vont se faire au niveau continental, c'est l'un des objectifs de ce projet. Absolument. Comme je le dis, le projet en soi est un outil et ce n'est pas une finalité en soi. C'est un outil qui permet l'émergence et le développement d'autres projets économiques structurants. Vous avez l'exemple demain au Maroc. Nous sommes en train de parler, de travailler sur les énergies vertes et notamment l'hydrogène vert. Il faut savoir que l'hydrogène vert, qui va être produit dans les prochaines années, va être aussi susceptible d'être utilisé par ce même pipeline demain. Parce que le transfert d'hydrogène vert peut se faire par le même pipeline en moyennant quelques ajustements techniques et permettre aussi l'envoi dans l'autre sens, pas vers l'Europe seulement, de cet hydrogène vert vers la quinzaine de pays bénéficiaires de ce projet. Pour parler de financement, justement, 25 milliards de dollars, c'est le coût que va nécessiter donc, ce méga projet. Quel financement? A priori, les pouvoirs publics sur le projet ont opté pour un financement à la fois public et privé. Aujourd'hui, il s'agit d'identifier les grands intervenants qui vont rentrer dans le tour de table. À ma connaissance, les Émirats arabes unis viennent en tout cas de montrer leur intérêt par rapport à ce projet et pourraient investir de manière substantielle. Les deux gros porteurs resteront toujours le Maroc et le Nigeria. Il faudra aussi voir quelle sera la capacité dans un temps court pour ces deux pays de pouvoir à la fois générer ces financements, c'est quand même 12,5 milliards de dollars chacun, théoriquement, s'ils partagent la poire en deux, ce qui n'est pas donné, et surtout à pouvoir rassurer les investisseurs de pouvoir investir et d'avoir un retour sur investissement. En termes de capacité de production, quels sont d'abord les besoins pour ce projet et aussi, est-ce qu'il y a la capacité actuelle de production pour pouvoir répondre aux besoins? Alors là, vous me posez une très très bonne question qu'on ne traite pas assez souvent dans ce projet. Aujourd'hui, on parle d'une capacité par rapport à ce pipeline de 30 milliards de mètres cubes par an. C'est le besoin actuel. C'est le besoin actuel et c'est en tout cas le dessin en tout cas qui a été mis en place par rapport à ce projet. Le problème qu'il y a avec cette capacité, c'est qu'aujourd'hui, en amont, donc au niveau du Nigeria, qui est censé être le principal producteur du gaz qui va y transiter, la production stagne autour de 45 milliards de mètres cubes. Sur les 45 milliards de mètres cubes, cela ne veut pas dire que les 30 milliards dont nous avons besoin sont disponibles et attendent. Non, les 45 milliards de mètres cubes que produit le Nigeria est déjà commercialisé, soit en GNL, soit en consommation interne, et malheureusement, 12 à 13% de cette production, même au Nigeria, se perd par différentes problématiques, on va dire, sécuritaires, et j'en passe et des meilleurs. Donc la capacité de production aujourd'hui pourrait être un réel défi, en plus du financement? Au jour d'aujourd'hui, le Nigeria n'a pas la capacité de pouvoir produire 30 milliards de mètres cubes supplémentaires. Encore une fois, le gazoduc n'est pas censé être produit demain. Il va être produit dans les 10-15 prochaines années. Et donc, théoriquement, le Nigeria est censé être capable de se doter de meilleures capacités de production et surtout de découvrir de nouveaux gisements. Parce qu'il est assis sur pas loin de 2 à 3 000 milliards de mètres cubes de réserve. Donc, la marge, il y a de la marge, c'est ça que je veux dire. En tout cas, un méga projet pour renforcer l'autonomie énergétique en Afrique. On parle de 600 millions d'Africains qui devraient avoir accès à une énergie propre grâce à ce projet. Quel impact sur le paysage énergétique continental, mais aussi quelles retombées économiques? J'ai presque envie de dire, la lumière, c'est la vie. Vous allez faire en sorte, avec ce projet, qu'un certain nombre de populations, de gros pourcentages de population, prenons l'exemple du Nigeria,
grand producteur d'énergie, 60% de la population n'a pas accès à l'électricité. Donc ça, c'est des problèmes de gouvernance interne. Mais dans les autres pays où il n'y a pas ce problème, par exemple, de gouvernance interne, ils ont juste tout simplement la problématique d'avoir accès à l'énergie en elle-même. Là, vous allez pouvoir donner l'accès à cette énergie-là et raccorder une population à un besoin de base, qui est l'électricité. Mais ce besoin de base, qui est l'électricité, est important, mais c'est surtout le prélude à un développement économique, à des projets de développement. Et industriel. Exactement. Ça pourrait renforcer l'industrie continentale. Et quand on parle de renforcement de l'industrie continentale, on parle de croissance économique, de postes de travail et de chômage qui baissent. Et donc d'amélioration tout simplement de qualité de vie, pour faire simple. Conditions de vie et aussi éviter l'immigration. Éviter effectivement le tableau dans sa plus grande Exactement, c'est-à-dire globalité. Une personne qui n'a pas besoin d'immigrer se sédentarise. Donc on peut sédentariser les populations aussi avec des projets liés à ce gazoduc. Un projet donc qu'on pourrait dire décrire comme étant vital aujourd'hui pour le continent. Vital, non seulement vital, ça vous avez parfaitement raison, mais surtout qui donne un exemple à suivre pour le reste du continent. Parce que là, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Demain, ce genre de projets peuvent se multiplier à l'échelle continentale. Quel rôle va jouer le Maroc dans ce sens, justement? Le Maroc est déjà l'initiateur de ce projet. Donc déjà, le rôle d'initiateur est là. C'est aussi un rôle de fédérateur depuis des décennies. C'est vrai qu'on a vu une accélération depuis 2016, mais le Maroc revient un petit peu dans une sphère habituelle où le Maroc a toujours évolué, mais surtout dans une logique de coproduction. Et ça, pour moi, c'est le mot-clé qui est très important. Beaucoup d'investisseurs étrangers en Afrique viennent dans une logique d'extraction, de production et une logique commerciale. Là, on est dans la coproduction et co-développement, co-construction. Exactement. Et ça veut dire quoi sur le terrain exactement? Je ramène ma valeur ajoutée, vous ramenez votre valeur ajoutée et on produit localement, sur place. Et ça, c'est très important parce que dans le mindset de différents pays africains, c'est d'abord, une rupture avec l'imaginaire habituel du colonialisme à l'époque où on venait dans une logique d'extraction et les gens venaient dans une logique d'extraction, mais surtout dans une logique de collectivité, c'est-à-dire on construit ensemble. Et ça, dans le mindset de beaucoup de pays africains, c'est un verbatim, c'est un narratif très, très, très séduisant. Merci à vous, Abdellah Ghali, pour l'analyse et le décryptage de cette situation. Je rappelle que vous êtes spécialiste en géopolitique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Tout le plaisir était pour moi. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.